Merci, bonsoir. Je suis ravie que vous m'ayez invité. Effectivement, j'ai 14 minutes, enfin plus de 13,50 maintenant, pour vous parler d'un sujet qui peut-être va vous permettre de comprendre pourquoi certains de vos collègues étrangers ne sifflent pas le matin ou sifflent le matin et vous ne comprenez pas pourquoi. La diversité, c'est le cœur de mes recherches. C'est un métier qui est formidable. Je me lève tous les matins, moi, et je siffle le matin pour aller travailler, pour essayer de comprendre comment on travaille, qu'est-ce qu'on y fait, et de plus en plus, comment on va travailler avec d'autres, physiquement ou virtuellement ou à distance. Je connais bien Nicole et on réfléchit ensemble sur les problématiques de télétravail. Et effectivement, ce livre, c'était l'occasion de réfléchir sur la diversité des cultures, mais des cultures nationales. On aurait pu choisir de parler ensemble des cultures métiers. Vous représentez une branche, un métier qui est relativement différent d'une autre branche, qui pourrait être une branche plus artistique ou plus scientifique, je ne sais pas. Moi, mon sujet dans Office Code, c'était comment est-ce qu'on travaille avec un Allemand, un Anglais, un Japonais, un Italien, un Espagnol. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Ça peut vous paraître, je ne sais pas, très intéressant ou pas. Moi, ça me passionne. Parce que ça se traduit directement par des différences dans les situations de travail, dans vos relations, dans vos rituels. C'est ce que je vous montre ici sur ces photos. Moi, mon travail, c'est de prendre des gens en photo, de les questionner sur leur motivation, leur processus, leur rituel. Et ça a donné ce livre. Alors, la diversité culturelle, c'est vraiment très intéressant. Ça peut aussi être sujet de grande frustration. D'habitude, quand je parle de ce sujet, j'utilise les petits spots de la banque HSBC, mais que vous pourrez aller voir sur leur site, qui s'est positionnée comme la grande banque globale qui comprend bien les spécificités locales. Et là, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être différentes dans les valeurs, dans les cultures, dans les représentations, et qui peuvent mener à des frustrations, qui peuvent mener à des situations délicates. Dans notre métier de créer des espaces de travail, on a déjà beaucoup parlé des lieux de travail, mais dans notre métier de tous les jours, on les constate, ces différences. Ce que vous incarner comme espace de travail qualitatif dans lesquels vous siffleriez le matin, ça peut être vécu comme un espace tout à fait inconfortable et totalement désagréable pour une autre culture. Là, vous avez, je ne sais pas si ça vous parle, ces deux schémas, mais vous avez deux représentations de ce que deux équipes d'architecture de deux pays différents auraient produit sur la base d'un même brief. Vous êtes un client, vous engagez une équipe d'architectes pour aménager un bâtiment de bureau. De ce côté-là, vous avez le rendu d'une équipe allemande qui a donc incarné dans cet espace des valeurs de la culture allemande. Et de l'autre côté, je vous laisse le soin de deviner, je ne sais pas s'il y a des idées dans la salle, de quelle aurait pu être la nationalité de l'équipe qui a créé ce plan-là. Non, ce sont des Britanniques qui n'ont absolument pas tenu compte du brief et qui ont tout simplement fait ce qu'ils avaient envie de faire dans l'empreinte du bâtiment qu'on leur a proposé. Plus sérieusement, pour comprendre les rituels et comprendre les cultures, on ne peut pas juste s'arrêter à des préjugés, des stéréotypes. Moi, j'ai très peu de temps ce soir, donc vous allez devoir me donner le bénéfice du doute et me faire confiance sur ce que je vais vous dire. Mais en fait, tout le travail d'exploration dans ce livre, ça a été de chercher des éléments factuels, des motivations, des raisons, des valeurs qui font que deux cultures sont différentes. Et notre matière première, c'est un petit peu la même matière première que les anthropologues et les ethnologues, ce sont les processus et les rituels. C'est la raison pour laquelle on a été explorer, prendre en photo, interviewer, observer des gens en situation de travail pour comprendre comment ils démarrent une journée. Est-ce qu'ils sifflent, est-ce qu'ils sifflent pas, est-ce qu'ils boivent le café tout seuls, est-ce qu'ils vont d'abord accrocher leur manteau, qu'est-ce qu'ils font? Pour s'éloigner de ces stéréotypes et partir ensemble sur des vrais outils de comparaison, on a cherché des modèles sociologiques, il y en a beaucoup. C'est un vrai sujet de travail, la diversité culturelle aujourd'hui. J'ai oublié d'en parler, mais je m'intéresse aussi à d'autres types de diversité. La diversité générationnelle, par exemple, c'est un de nos grands sujets de recherche. On ne travaille pas de la même manière quand on a 25 ans, quand on en a 60. On se retrouve pourtant sur des choses, mais pas sur tout. On ne travaille pas non plus de la même manière quand on est un informaticien, quand on est un musicien, quand on est un marketeur. Donc tout ça, ce sont aussi des sujets qu'on regarde. Là, derrière moi, je vous ai montré un visuel. J'ai suivi les consignes, il fallait être très graphique dans ces présentations. Donc ne cherchez pas à lire ce qui est représenté. Regardez juste les pôles. C'est le modèle de référence de l'expert en comparaison de culture qui s'appelle Geert Hofstede, c'est un Hollandais. Et je vais rapidement vous donner des clés pour que vous-même, peut-être demain ou dès ce soir, s'il y a des étrangers dans la salle, vous puissiez mieux comprendre certaines réactions, certaines situations de travail avec des collègues étrangers. Geert Hofstede a beaucoup regardé les cultures et il s'est rendu compte qu'il y a 5 grandes différences dans toutes les cultures, ce qui nous permet de se comparer sans faire appel à des stéréotypes, des idées préconçues ou des choses, des faits totalement convenus. Et le premier élément, il a appelé ça la distance hiérarchique.
Il s'est rendu compte qu'il y a des cultures qui sont plutôt incarnées par le lion, dans lesquelles il y a un chef un peu autocratique, omnipotent, qui décide, des gens qui exécutent. Les cultures asiatiques, les cultures africaines, mais la France n'est pas éloignée de ce modèle-là, par exemple. Puis il y a des cultures qui sont plus incarnées par les dauphins, où on est dans des modèles managériaux plus consultatifs, plus égalitaires, plus solidaires, où on participe à la décision. On va trouver de ce côté-là, du côté du dauphin, les cultures scandinaves, les cultures anglo-saxonnes aussi, où il n'y a pas une hiérarchie qui soit une hiérarchie pyramidale. Deuxième dimension, qui nous permet de comprendre un peu mieux peut-être certains comportements, certaines situations avec des collègues étrangers, il a appelé cette dimension le degré d'individualisme ou de collectivisme. C'est pas la même chose de naître dans un pays africain, par exemple, où on est très collectiviste, incarné par les poissons, parce que dès sa naissance, on est intégré dans un groupe très fort et on doit être très loyal et très dédié, attaché à ce groupe-là. Nos pays européens sont plus du côté du chat, des cultures individualistes, où on s'occupe plus de soi-même, on n'est pas lié de manière indéfectible à des relations de groupe très fortes. Troisième dimension, il a appelé ça la répartition des valeurs masculines et féminines, ou encore le système de valeurs homme-femme, ou encore la compétition ou la coopération. Il y a des cultures, comme les cultures scandinaves à nouveau, où on est plus sur un axe de valeurs féminin, on est dans des cultures où on cherche le bien-être, l'égalité, on cherche le consensus, on cherche à établir des relations harmonieuses avec les gens. Si vous travaillez avec des Finlandaises ou Finlandais ou des Suédois ou des Suédoises, vous avez peut-être remarqué ça. En revanche, vous auriez peut-être remarqué que si vous travaillez avec des Américains, des Australiens, des Canadiens, ils incarnent beaucoup plus une approche masculine, une approche de la compétition, dans laquelle le modèle de vie, c'est de gravir les échelons, de monter la pyramide, d'être aussi dans le concret, dans une tendance à la force. Avant-dernière dimension, il a appelé cette dimension la tolérance à l'incertitude ou à l'insécurité. Il y a des cultures qu'on a incarnées par la marmotte, qui ont peur du changement, qui ne se projettent pas dans le risque et qui pensent que le changement c'est une menace, qu'il faut au contraire chercher la stabilité, la durabilité. La France est dans ce modèle-là par exemple, mais le Japon est dans ce modèle-là aussi. Puis il y a d'autres cultures qu'on a illustrées par le caméléon, des cultures anglo-saxonnes, qui se mettent complètement dans le changement, qui sont dans l'agilité, qui acceptent ce qui est imprévisible, ce qui est incertain, ce qui est ambigu, qui savent vivre avec. Alors comment on utilise ces dimensions? Nous, dans notre métier, on essaie de relier ces 4 dimensions. Il y en a une 5e que je ne vous présente pas à cause du temps, mais on essaye de les relier à l'espace. Et par exemple, si vous avez déjà travaillé en Angleterre, ces photos vous montrent, ou ces plans, la densité des espaces de travail vous montrent que c'est dur pour un Anglais de venir en sifflant au bureau. Parce que déjà, il boit son thé dans l'ascenseur, parce qu'il n'a pas le temps de déjeuner, il a un très long commute pour aller travailler. Et il va prendre une des places que vous voyez ici sur ce plan, sur des plateaux qui peuvent accueillir 100 ou 200 personnes, ce qui seraient des conditions dans lesquelles nous, Français, on aurait beaucoup de mal à survivre, parce qu'on a peur de cette densité, on n'aime pas du tout étranger comme ça, comme dans des boîtes à sardines. Si on va aux Pays-Bas, par exemple, vous avez peut-être aussi travaillé avec des collègues hollandais, où vous avez des projets en Hollande, c'est tout à fait différent. L'espace de travail, c'est un lieu de convivialité. Il y a beaucoup de télétravail en Hollande, donc les gens, quand ils viennent au bureau, c'est pour discuter, c'est pour brainstormer, c'est pour faire des activités collectives. Ils ne sont pas assis derrière un écran d'ordinateur parce qu'ils choisissent de venir au bureau pour être en situation de collaboration. En Allemagne, on va trouver un peu de ça aussi. L'Allemagne, c'est par définition pour le tertiaire, comme dans les espaces industriels, un pays dans lequel la culture est très fortement axée sur le confort, le bien-être. Donc on est dans des espaces très généreux, très confortables. On règle beaucoup de paramètres, la hauteur du bureau, l'accès à la fenêtre. Les collègues également sont dans la ponctualité, dans le respect des délais, dans la rigueur, etc. Je pense que ça ne vous a pas échappé si vous travaillez avec eux. Où on se positionne, nous, en France. Donc vous voyez, mes petits dessins avec les petits animaux, vous les retrouvez. Donc vous voyez le profil se dessiner au fur et à mesure. Alors c'est pas en 14 minutes que vous pourrez rapidement vous agripper à ça pour comprendre. Mais la France est un pays qui est un petit peu médian, qui n'est pas dans les extrêmes comme on vient de le voir avec l'Allemagne par exemple. On a des espaces de travail qui sont très statutaires. On a beaucoup parlé déjà depuis le début de la soirée du rôle de l'espace de travail dans la représentation de soi, dans sa projection vis-à-vis des autres. En France, on sait que le bureau du chef, c'est celui qui est le plus haut dans le bâtiment, qui a probablement une façade de chaque côté, beaucoup d'espace, de la moquette épaisse. La hiérarchie elle se lie dans l'espace de travail, ce qui ne sera pas le cas en Angleterre, aux Pays-Bas par exemple. On est aussi très attaché à son poste de travail, on ne le prête pas facilement. On a parlé depuis le début de la soirée de coworking, de tous ces lieux de travail, où il y a encore peut-être ces codes qu'on cherche à contrecarrer.
Si on voyage un peu plus loin, parce que dans notre champ d'études, on s'intéresse aussi aux autres pays, mais j'ai pas le temps de vous en parler ce soir, donc j'ai juste pris un pays hors de la zone Europe qui est le Maroc. Le Maroc, c'est aussi un pays qui est très médian dans son profil. On retrouve des éléments de culture féminine, on retrouve des éléments d'autocratie. Les espaces de direction sont les plus luxueux que vous puissiez imaginer dans ces pays-là. Et le travail est très administratif et se conçoit avant tout dans les lieux de travail et pas tellement en dehors de la ville. Alors on ne peut pas uniquement s'intéresser à la culture nationale, il faut s'intéresser à la culture organisationnelle. Deux entreprises qui seraient dans la même branche, l'informatique par exemple, vont avoir une façon tout à fait particulière de traiter l'espace. Ici vous avez Google en haut et Intel en bas, deux cultures d'entreprise pourtant issues du même sérail américain, même socle culturel américain, mais qui gèrent complètement différemment. D'un côté Google avec une vision très ludique, très décalée, très détournée des espaces de travail. Vous avez tous vu, j'imagine, ces photos sur Internet il y a 2 ans maintenant, qui sont à Zurich. Et puis Intel, qui a une approche complètement fonctionnaliste, plus sur le confort, la confidentialité aussi, la sécurité, où on vient travailler, et l'univers n'incarne pas ces côtés un peu délirants de Google. Et puis enfin, ce côté culturel qui se confronte tous les jours, parce que je pense que tous dans cette salle, on est amenés à voyager, on a un parcours peut-être soi-même international, donc on n'a pas d'appréhension à aller vers l'autre culture, mais c'est intéressant de mieux les comprendre et d'utiliser ce modèle pour aussi mieux comprendre sa propre culture. Ce qu'on nous dit sur nous Français à l'étranger, c'est assez intéressant. On nous dit souvent d'ailleurs qu'on est assez incompréhensible, que la culture française est complètement paradoxale. Entre d'un côté cette hiérarchie dont on a besoin, puisque beaucoup d'étrangers nous disent rien ne se décide si le chef n'est pas à la réunion. On a la tendance à la réunionite, à inviter tout le temps trop de personnes aux réunions, ce qui fait qu'il y en a la moitié qui fait rien, l'autre qui attend qu'on fasse le compte rendu pour savoir ce qu'on en dit, mais de toute façon la décision sera prise que si le chef est là. Et par rapport à tout ça, il y a un troisième phénomène dont Nicole a parlé tout à l'heure, qui est le fait que le travail évolue complètement, la représentation du travail aussi, et notamment sa situation géographique. Le travail s'exporte en dehors du bureau. Tous, autant qu'on est dans cette salle ce soir, on ne passe pas ces 5 jours dans la semaine à travailler à son poste de travail dans son entreprise. On utilise bien d'autres endroits, et il y a un vrai mouvement d'appropriation de la ville. Donc en fait, le travail commence à s'externaliser de l'entreprise pour aller dans des coworking centers, dans des lieux que vous choisissez, parce que vous savez que vous allez y retrouver vos amis, des gens avec qui vous avez discuté de vos problèmes ou de vos idées, etc. Et donc tout ça doit être un peu pris en compte. Et c'est le sujet de nos recherches, c'est vraiment un sujet pour nous de passion et d'exploration, parce qu'il y a une convergence, il y a un peu une ambiguïté en ce moment entre ce mythe universaliste de la globalisation où tout le monde devrait être le même, parce qu'on travaille sur les mêmes outils, avec les mêmes logiciels, les mêmes processus, mais en même temps il y a un retour très fort à l'enracinement territorial et local. Et on le voit dans nos projets, toutes les entreprises qui ouvrent des bureaux dans les pays étrangers se demandent où est la balance entre ce qu'on doit faire pour incarner et interpréter la culture d'entreprise et l'autre côté qui est d'intégrer et de célébrer les différences locales. Le buffet qu'il y a eu ce soir, juste avant, là, de saucissons, de fromage et de pain, c'est typiquement un buffet français. S'il y avait eu un jug, je ne sais pas, en Belgique ou en Allemagne, je ne pense pas qu'on aurait mangé la même chose. Donc on voit bien à quel point nos rituels sont ancrés complètement dans notre provenance locale et notre provenance nationale. Voilà, merci.